1,5 degrés. On va se les cailler. Afin de rejoindre le champ géothermique d'Eltatio, nous sommes partis très tôt ce matin. Le site ne se trouve qu'à environ 90 km de San Pedro de Atacama. Mais ici, la distance est trompeuse. La route est parfois difficile et surtout, elle grimpe progressivement jusqu'à plus de 4300 mètres d'altitude. Il est préférable d'arriver à l'aube, car la fraîcheur du matin permet de mieux observer les impressionnantes volutes de vapeur qui s'échappent du sol. Le champ de geyser d'Eltatio est le 3e plus grand au monde, après Yellowstone aux États-Unis et la vallée des geysers en Russie. C'est également l'un des plus hauts sites géothermiques de la planète. En arrivant ici, nous ne le savions pas encore, mais nous allons recroiser un groupe de Français rencontrés la veille et feront un bout de chemin ensemble. On recense ici plus de 80 geysers actifs, ce qui représente environ 8% des geysers mondiaux. Certains jets d'eau atteignent 5 à 10 mètres de hauteur. Cela peut sembler modeste comparé aux geysers islandais. Mais ici, ce n'est pas la hauteur qui impressionne le plus, c'est la concentration. Le nombre incroyable de sources actives qui transforment le paysage en véritable chaudière naturelle. Autour des geysers, le sol est craquelé et chargé en minéraux. Nous observons la Terre libérer son énergie en continu dans un silence presque total. En revenant d'Eltatio, nous avons découvert les paysages que nous avions traversés de nuit. Et c'est vraiment là que j'ai découvert les joies de conduire un 4x4. Avec un véhicule comme ça, peu importe le terrain, on va partout. Grâce à nos nouveaux compagnons de route, nous avons rejoint un endroit bien moins connu, comme perdu au milieu de nulle part. Ici, une source chaude dévale les pentes de la montagne, avant d'alimenter une rivière naturelle, en contrebas. La curiosité est trop forte pour ne pas s'en approcher. Le contraste entre l'eau brûlante et le décor désertique rend le lieu très attrayant. Et disons que l'exploration a failli être un peu trop enthousiaste. Oh, tu m'as fait peur là. Tu auras le souvenir. Tu auras le souvenir. Adèle et Augustin sont les premiers à mettre les pieds dans l'eau. Puis nous les avons suivis avec Ombline et Maëla, en choisissant un coin où l'eau était légèrement moins chaude. Selim, lui, est resté capturer la scène. Peut-être aussi qu'il n'était pas au sommet de sa forme. Voilà, Selim a le mal des montagnes. Courage. Sur le moment, non. Oh là là. Passe. Elle a trop géré. Attends, je vais descendre. Pendant que la joyeuse troupe prend de l'avance dans sa petite berline, nous en profitons pour faire quelques arrêts. La conduite en 4x4 est tellement simple que nous finissons toujours par les rattraper. Il était même plus confortable pour nous de rouler hors piste, dans le sable, ce qui nous a permis de filmer leur traversée sur cette route en tôle ondulée. Nous avons donc joué à cela pendant tout le trajet.
Ce sentiment de liberté était incroyable, même s'il fut de courte durée. Par endroits, nous étions sommés de rester dans notre voiture, sans vraiment comprendre pourquoi. Quand on voit l'immensité de ces paysages, on a du mal à croire que le fait de nous arrêter quelques minutes aurait pu déranger qui que ce soit. Nous faisons une halte au village de Machuca pour déjeuner. Justement fait sur les militaires. Ils ont la vision. Ça les a traumatisés. À la sortie du village se trouve la Laguna Flamingos. Et elle porte effectivement très bien son nom. Nous y avons de nouveau observé des flamands des Andes, avec leur bec aux couleurs vives. Mais cette fois, nous avons aussi découvert les flamands chiliens, plus pâles, presque délicatement rosés. Ils se reconnaissent à leurs longues pattes roses et leur bec bicolore. Les juvéniles, quant à eux, sont un peu plus difficiles à distinguer. Plus loin, nous rejoignons un canyon et décidons de nous y engouffrer. Un petit cours d'eau descend des Andes et traverse ce canyon, créant un couloir de vie au milieu du désert. Sur ses rives poussent des cactus géants, certains vieux de plusieurs siècles, qui donnent au lieu une atmosphère de western. Le canyon de Guatine s'étend sur plusieurs kilomètres et nous offre une marche agréable entre roches volcaniques, cactus géants et petites cascades. Un contraste total avec les étendues désertiques que nous venons de traverser. C'est un endroit qui donne une vraie sensation de fraîcheur et de calme, presque inattendue dans l'Atacama, et où l'on a vraiment aimé passer du temps. Nous pensions que notre aventure ensemble touchait à sa fin, car nos chers compagnons devaient bientôt rendre leur voiture de location. Mais en y regardant de plus près, nous avons réalisé que le 4x4 était en réalité un véhicule 7 places. Essayer de filmer qu'il y a du monde quand même avec nous là. Faites coucou. Alors on s'est dit qu'on pouvait prolonger un peu le voyage. Et nous avons décidé de les emmener découvrir un spot isolé dans le désert. Le Magic Bus. Ce bus n'a pas vraiment d'histoire. Il a simplement été abandonné là, au milieu du désert. On est clairement sur une carcasse de bus à ce stade, la tôle pliée sous nos pieds. Et à tout moment, on pouvait s'attendre à ce qu'un morceau cède. Avec le temps, il est devenu un élément très graphique dans le paysage. Nous avons aussi eu droit à un très beau coucher de soleil.
Nous avons ensuite partagé un dernier repas tous ensemble, et c'est là que nous nous sommes dit au revoir. Voilà, nous voilà roulés de nuit à cause de moi, parce que sur le spot où on a pris les photos du coucher de soleil, j'ai oublié mon manteau et mon bonnet. Donc on a dû se retaper encore 1 heure de route pour y retourner. Bravo Léa. Nous allons à un endroit que nous connaissons très très bien. La station-service d'Atacama, enfin de San Pedro de Atacama. Tous les jours, on va gonfler les pneus parce qu'on a un pneu qui se dégonfle. Vous allez voir, leur système pour gonfler les pneus est hyper pratique. Et la magie, ça gonfle tout seul. Et ça sonne quand ce sera le bon moment. Et vu le temps que ça prend, ça s'est bien dégonflé. Pour notre dernière journée, nous partons explorer l'est de San Pedro de Atacama, en direction de la frontière bolivienne. La Bolivie sur notre gauche, toutes les montagnes qui sont là. Cette zone est beaucoup moins touristique. La plupart des gens ne font que la traversée en direction de la Bolivie ou de l'Altiplano. Pourtant, le long du chemin, on découvre des paysages incroyables, que ce soit des lagunes cachées ou des salars immenses. La sensation d'espace ici est totalement démesurée. Et nous remarquons d'étonnantes formations rocheuses, appelées les Monjes de la Pacana, ce qui signifie littéralement les moines de la Pacana. Ce sont d'immenses colonnes de roches volcaniques, hautes de plusieurs mètres, sculptées par des millions d'années d'érosion. Le vent, le gel et le temps ont isolé ces formations jusqu'à leur donner ces formes verticales très marquées. Au milieu du désert, elles se dressent seules, comme des silhouettes figées dans le paysage, d'où leur nom de moines. Le salar de Tara et la Laguna Negra s'enchaînent sur la route de l'Altiplano. Des salars immenses aux lagunes sombres entourées de roches volcaniques. Le paysage change sans cesse, mais garde toujours cette sensation d'isolement total. Pas un chat. La Laguna Negra doit son nom à la couleur très sombre de son eau, due à la profondeur, au calme de sa surface, et au relief volcanique qui l'entoure et s'y reflète. Dans le salar de Quisquiro, on trouve de petites lagunes temporaires, un environnement idéal pour les flamants roses, comme aujourd'hui pour des flamants de James. Durant l'été austral, quelques orages peuvent se former sur les sommets et les crêtes, où l'air humide venu de l'Amazonie parvient à s'accrocher au relief. Ces orages peuvent être très puissants en altitude, mais ils ne donnent généralement que très peu de pluie, voire presque aucune, sur les salars en contrebas. La pluie qui est pas très loin, ça gronde au loin. À moi de conduire. Cette partie du désert est étonnamment riche en faune, et nous y avons croisé un culpéo, Salut toi. le deuxième de notre séjour, après une première observation en Argentine. Il vit aussi bien dans les hauts plateaux arides du Chili
que dans différentes zones de montagne des Andes argentines. Il a simplement besoin de milieux ouverts où il peut trouver de quoi se nourrir. Évidemment, il ne chasse pas la vigogne, mais une carcasse pourrait le contenter. Sur cette route, l'altitude ne descend jamais sous les 4000 mètres et grimpe même jusqu'à 4800 mètres par endroit. C'est l'heure de la sieste. À ces altitudes, l'air, plus rare, rend l'effort beaucoup plus éprouvant et la fatigue se fait vite sentir. Les deux volcans. C'est quoi le volcan de gauche? Le volcan de droite? Non le sait. Le Licancabur culmine à 5900 mètres d'altitude. Nous faisons un dernier passage à la station-service avant de rejoindre Calama pour notre vol retour. Nous profitons de ces derniers instants pour contempler une ultime fois les reliefs de la vallée de Mars. C'est la fin de ce voyage, intense et incroyablement varié, qui nous a menés de la Patagonie aux étendues minérales de l'Atacama. Cette aventure se termine ici, mais elle restera longtemps gravée, tant par les paysages traversés que par ce qu'elle a représenté pour nous. Car entre ces deux mondes, il y a eu un moment unique et profondément marquant. Oui, je parle bien de nos fiançailles.